Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage. Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alice d'Atelier Nomade Paris dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Une interview à cœur ouvert sur l'entrepreneuriat et sur l'humain aussi que je te propose de découvrir dès maintenant. Hello Alice, bienvenue dans Wedding Divan. Merci de m'accueillir. Salut Magali. Je suis ravie. Écoute, ça fait longtemps que je te suis, mais je ne te connais pas. Donc, je vais te découvrir en même temps que les auditrices et les auditeurs de Wedding Divan. C'est trop cool. Oui, je suis ravie d'être là. Écoute, je suis ravie que tu sois là aussi. Et pour les gens comme moi qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, ton parcours, tout ça? Alors, donc moi, je suis Alice. J'ai fondé l'Atelier Nomade en 2018. Après une bonne expérience en tant que fleuriste, je sais que en ce moment, la mode est aux reconversions. Mais moi, pour le coup, c'est un parcours initial. J'ai fait le CAP après mon bac général. Et puis en me disant écoute, un an, tu vois ce que ça donne. Et puis finalement, ça fait un bon petit paquet de temps que j'y suis restée. Donc ensuite j'ai eu une expérience en boutique, mais j'ai eu le parcours un peu classique là-dessus, sachant que quand j'ai démarré c'était en 2008 et l'événementiel n'était pas encore ce qu'il était, en tout cas d'un point de vue de la fleur. Donc on était encore sur des choses assez assez basiques, parcours boutique, de temps en temps quelques mariages, mais c'était pas aussi développé en tant que tel. Et ensuite, je suis devenue maman. Je me suis dit, la boutique, ça va être quand même super compliqué. J'ai fait une première année avec les deux en même temps. Et là, je me suis dit, il va falloir trouver autre chose. Donc, je suis partie dans quelque chose qui était à la fois pas loin et à la fois assez éloigné. Je suis partie dans le handicap, donc dans le social, mais toujours dans la fleur, et j'accompagnais donc des personnes en situation de handicap à réaliser des abonnements floraux, un petit peu d'événementiel aussi pour des entreprises. Voilà. Et ensuite, j'ai fondé l'Atelier Nomade. Donc c'est vraiment un parcours, je pense que j'ai une vision un peu 360 du milieu de la fleur. Ok. Et alors, l'Atelier Nomade, parle-nous-en un petit peu plus. Comment ça marche? Comment tu t'organises au quotidien? Tout ça. Alors, comment je m'organise au quotidien? J'ai envie de dire, on apprend tous les jours. Je pense que c'est des métiers où il y a, comme je disais, il y a peu de références. Donc, c'est encore des métiers assez récents malgré tout. Moi, ce que je voulais, et c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs le nom de l'Atelier Nomade, c'était vraiment ne pas me fermer de porte. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien aller voir un petit peu à droite à gauche, qui aime bien créer dans le sens large, et du coup je voulais pas un nom trop estampillé fleur pour pas me fermer de porte. Donc l'Atelier Nomade, c'est vraiment comme ça que c'est né. La seule chose que je savais, c'est que je voulais pas rester tout le temps au même endroit, et ça c'était une certitude, parce que le côté du lundi au dimanche, tu connais déjà ton programme, ça c'était pas pour moi. Et du coup, c'est comme ça tout naturellement que le nom est venu. Donc je suis partie sur de la fleur évidemment parce que c'est quand même vraiment mon cœur de métier, mais le but c'était de pouvoir aussi créer des décors peut-être un petit peu plus larges. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon conjoint avec moi qui est hyper touche à tout aussi, donc on est deux énergumènes dans ce sens-là, et on a toujours pas mal d'idées, on essaye de développer pas mal de choses pour les clients, et voilà, donc les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, sachant qu'on a vraiment généralement deux typologies, la saison et le hors-saison. Et là, c'est pas tout à fait le même rythme. C'est vrai qu'en saison, on est énormément sur de l'opérationnel. Donc, ça va être tout ce qui est atelier, tout ce qui est préparation des commandes, que ce soit d'un point de vue plutôt bricolage, que ce soit d'un point de vue uniquement fleurs.
Et la saison calme, on en profite aussi pour faire les entretiens des locaux, pour faire tout ce qui est les devis pour les mariages, etc., etc. Sachant que c'est vrai qu'on fait pas que du mariage, on fait aussi, on a une bonne partie aussi de corporate, donc tout ça doit se juxtaposer et fonctionner ensemble. Mais je dirais que voilà, il y a vraiment deux temps dans l'année, l'hiver et le reste du temps. Donc on n'a pas de semaine fixe, c'est plutôt en fonction de la commande, des commandes à prévoir, quoi. Et tu me disais que tes équipes te disent que t'es hyper carré, voilà, raconte-moi ça. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des freelances qui viennent, elles sont toujours surprises de voir pour la taille de l'entreprise, en gros, les process qu'on a mis en place, c'est-à-dire que moi j'ai un hangar, c'est que des boîtes avec des étiquettes, tout est référencé, chaque chose a une place. Enfin vraiment, on essaye de prévoir ça au maximum parce que c'est déjà un métier, je trouve, qui peut embarquer très vite. On peut très vite se retrouver dans un tourbillon. Donc pour nous, c'était vraiment important que la base soit solide. Donc que ce soit en prestation, généralement on pallie à pas mal de choses. À un moment on m'appelait Mary Poppins parce que j'avais toujours 3000 je pouvais prévoir les plans A, les plans B, les plans C. Donc j'avais toujours tout un tas de matériel et ça c'est venu plutôt avec l'expérience. Enfin je pense que au bout d'un moment on oublie une fois un truc, on se dit bah non, là il faut qu'on mette en place un process. Donc c'est vrai que là-dessus, sur le matériel, sur les locaux, on les a fait nous-mêmes, donc ça nous a permis de les réfléchir aussi nous-mêmes, et on a fait en sorte que tout soit processisé au maximum qu'on puisse à deux, parce que à deux c'est déjà une charge de travail qui est des fois colossale. Donc si en plus on passe 1 heure à chercher tel truc, on sait pas ce qui est sorti, on sait pas ce qu'on a en stock, on sait pas, enfin je trouve qu'il y a tout pour se planter, quoi, carrément. Donc c'était vraiment le point d'orgue. Et là-dessus, je pense qu'on a formé une bonne équipe. Moi, je suis plutôt sur la partie créative. Mon conjoint, lui, est plutôt sur cette partie-là très cartésienne, très carrée, très... Voilà. J'allais dire, donc on peut être créatif et organisé, mais non. C'est l'autre. On peut être créatif, mais s'inspirer des autres. On va dire ça. C'est l'autre, exactement. On a vraiment deux parties. Et lui pour le coup, il est issu du bâtiment, donc c'est pareil. Les erreurs, ça pardonne pas. Donc, il est plutôt sur cette vision-là. Il faut rendre les choses hyper carrées. Mais je suis bien. Je n'ai aucune résistance à ça, et je trouve ça assez reposant, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Et vous êtes basé où alors ? Alors nous, on est en Île-de-France. C'est vrai que j'avais mis Atelier Nomade Paris parce que le nom du bled, honnêtement, parlerait à personne. Donc je me suis dit Paris, au moins on se situe bien. On est à côté de Chelles, dans le 93, mais vraiment le 93 village, ça existe. On est dans une commune de 4600 habitants, donc ça reste tout petit. Et à la fois, on n'est pas loin de Paris, mais ça nous permet d'avoir vraiment de l'espace pour nos locaux, pouvoir charger tranquillement, parce que moi je me verrais pas du tout avoir un local dans Paris et tout ce que ça comporte en complications, chargement, etc. Donc on est bien. Ok. Et en quoi vous êtes nomade alors, si vous avez un local fixe ? On est nomade dans la façon de fournir le produit au client. Au final, c'est nous qui allons vers le client et pas le client qui venons vers nous. Et puis nomade aussi dans les savoir-faire qu'on va aller chercher. D'une certaine façon, je pense que c'est une philosophie un petit peu plus globale de pas rester fixe, même dans sa tête, dans ses compétences, dans ce qu'on peut proposer. Enfin, voilà. C'est quoi les erreurs que tu as pu faire ou que tu vois souvent autour de toi et qui pourraient être évitées ? Alors là, il y en a pas mal. Ouais, je t'écoute. Il y en a pas mal. On va revenir un peu, sur l'organisation. Finalement, penser que, j'irais même au-delà, penser que seul le résultat compte et non le chemin. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vois souvent, et l'événementiel, je trouve, s'y prête. On a tendance à se dire, c'est réussi si uniquement le client est content. Mais des fois, le client peut être content, et pour autant, ça a pu être un raz-de-marée en interne. Il y a pu y avoir 1000 couacs, et en fait, se contenter juste de ce postulat final, pour moi, c'est une erreur, parce que ça freine l'évolution, justement. Et je trouve que, par exemple, une prestation réussie, c'est une prestation, qui aura été fluide du début du process
reste finalement jusqu'à la fin et bien sûr le client content. Mais ça c'est assez rare finalement. Je pense la plupart du temps que le client soit mécontent. Le vrai quoi qui se situe avant, quand on s'est mis des fois des délais un peu trop courts, qui fait qu'on n'a pas eu assez de sommeil, qu'on a pris la route peut-être fatigué. Enfin tout ça c'est des choses qui sont à prendre en compte pour moi. On ne peut pas juste se dire super, la prestation a été livrée, tout va bien. Ou quand on sent qu'on a eu à un moment une prise de décision qui était pas terrible, où on n'a pas su s'adapter, où on n'a pas su revoir aussi en cours de route, parce que l'événementiel c'est aussi ça, c'est aussi savoir, des fois on a un plan initial et puis prendre un petit peu la traverse. Ça pour moi c'est une grosse erreur. Et ne pas avoir le matériel adapté aussi, et ça je le vois souvent au niveau des partenaires. Moi c'est quelque chose qui alors là-dessus je suis un peu rabat-joie, mais qui me surprend souvent, c'est que je vois des gens arriver avec quasiment rien, quoi. Enfin pas un balai, pas une balayette, devoir dépendre de tout, rien du tout. Donc ça pour moi pareil c'est un gros je sais pas, demain un photographe il vient pas sans son appareil photo, nous on sait qu'on va salir à chaque fois, on vient avec ce qu'il faut, on vient équipé quoi, comme des pros. Et je pense que la troisième erreur c'est finalement de pas professionnaliser toutes ces professions qui sont assez récentes et de se dire juste on va prendre que la partie qui nous plaît, qui est la partie créative, etc., qui est hyper importante, c'est vrai, mais pour autant je trouve que pour que quelque chose dure dans le temps, il faut aussi savoir la structurer, cette partie, en retirer quelque chose, des enseignements, etc., pour pouvoir après pouvoir prendre plus grand, pouvoir s'adapter, tout ça. Ça pour moi c'est plusieurs erreurs. Et la quatrième, et là c'est pour ma part, c'est plus dans les collaborations finalement. Des fois c'est une chose de pouvoir s'affirmer auprès des clients en direct, mais moi par exemple j'ai un métier où je peux avoir beaucoup d'intermédiaires et c'est pas toujours aussi simple en fait quand il y a quelqu'un au milieu qui a déjà vendu la chose, etc. Toujours garder sa ligne et finalement ne pas se laisser un petit peu influencer par l'extérieur. Justement c'était ma question d'après, c'est comment trouver et affirmer ses limites et en gardant en fait même des bonnes relations avec à la fois son entourage, les gens avec qui on bosse au quotidien et avec les autres prestataires en fait avec qui on bosse autour quoi. Comment on fait Après je pense que c'est aussi beaucoup une question de il y a des gens avec qui ça va être assez simple finalement et il y en a d'autres avec qui ça va être forcément beaucoup plus compliqué. C'est un truc je pense que tous les entrepreneurs en tout cas à cette taille-là, c'est-à-dire petite taille, vont souvent, je pense, réfléchir, des fois se casser les dents. Pour ma part, c'est un travail au long cours. C'est déjà savoir, tout simplement moi, quel est mon cadre. Et comme on disait avant, c'est vrai que quand on a une activité qui est pas forcément, qui est saisonnière, où les semaines se suivent et se ressemblent pas, où finalement l'imprévu fait partie aussi du quotidien, c'est pas toujours simple à mettre en place. Donc déjà avoir bien conscience, on peut pas cadrer tout, on cadrera jamais tout. Mais par contre, on peut se dire quels sont mes essentiels, et ça peut commencer vraiment par des trucs, je pense. Tout bête, c'est-à-dire se dire moi là ma première étape par exemple ça a été de se dire au-delà de telle heure, ou si j'ai décidé que ce jour-là c'était mon jour de repos, je ne réponds pas. Donc déjà ça je pense que c'est déjà c'est la première limite à poser. Exactement, parce que le téléphone c'est vraiment une ouverture sur l'extérieur mais qui est tout le temps là. Moi j'ai l'impression d'une porte ouverte en fait, que chez moi la porte est ouverte en permanence avec mon téléphone. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intrusif pour moi. Et donc ça, c'est vraiment la première chose. Essayer aussi de se dire, quels sont mes délais ? Dans quel délai je peux fournir quelque chose de qualitatif ? Quel délai, quel budget ? Et quel délai je me mets déjà en danger finalement ? Tout ça, c'est déjà avoir une réflexion vraiment posée, qui s'affinera de toute façon avec le temps. Je pense que ça, on le sait. Moi, je me rappelle de tout ça. C'est des ajustements qui se font au fur et à mesure. Moi, le premier mariage que j'ai pris, c'était une catastrophe. J'avais qu'une envie, c'était qu'il se termine, parce que j'avais pas du tout su mettre les limites. La mariée m'appelait tout le temps, pour un budget en plus
voilà, le début, la base des bases, je testais, le budget était affreux, les échanges étaient hyper chronophages, mais je pense que cette première expérience, elle m'a permise en fait de me dire ah là 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 là, plus jamais, plus jamais ça, plus jamais dans ces conditions-là, parce que là j'en ai un, mais le jour où j'en ai 10 comme ça, c'est carrément pas possible. Donc vraiment, ça vient avec l'expérience. Mais pour moi, si j'avais un conseil, c'est vraiment commencer par le téléphone. Moi, je vois des gens qui peuvent m'envoyer des choses à 23h. Moi, si j'ai décidé que ce jour-là, ou que c'était plus mes horaires et que je vais le dire à la personne, je reviens vers toi demain, après-demain, machin. Mais s'y tenir. Tu le dis quand même à la personne, moi je dis pas. Moi je réponds quand et s'il est 23h, c'est normal que je réponde pas. Non, 23h, je réponds le lendemain. Mais si je suis en repos, parce que par exemple en saison, c'est pas toujours évident, on n'a pas forcément des jours de repos fixes. Il y a pas de week-end, donc donc généralement on se repose un peu comme on peut. Là dans ces cas-là, je préviens. Non, si c'est à 23h, tu n'auras pas de mes nouvelles. C'est juste no way. C'est clair. Mais bon, j'ai été comme toi aussi, de répondre n'importe quelle heure, n'importe quand, me disant que mon hyper-réactivité était une force. Oui. Oui, clairement. Alors, mais à quel prix ? Il y a des limites. à quel prix ? Et puis aussi, en fait, on a l'impression que c'est bien pour les clients, etc. Mais en fait, non, parce que tu montres que t'as finalement que ça à faire. Et donc non, en fait, tu as plein d'autres clients, tu as une vie privée, tu as plein de choses à faire. Et en fait, c'est aussi montrer qu'on est pro que de se fixer ses limites. On a l'impression que tout donner, c'est vachement bien, mais on se fourvoie là-dessus. Non, et puis je pense que exactement. Et puis je pense qu'en fait un cadre c'est rassurant pour les deux. C'est rassurant pour le prestataire, mais également pour le client. Moi, je sais que quand j'ai un client au téléphone la première fois, je lui explique tout le process. Enfin, surtout pour le mariage où c'est quelque chose qui est quand même souvent prévu à l'avance, où on peut faire un peu une timeline de comment ça va se passer. Et je pense que c'est rassurant aussi pour le client de se dire je sais à peu près où je vais. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Après, je choisis. Oui, non, ça c'est encore autre chose. Mais au moins, il y aura pas de surprise de se dire mince, je pensais pas. Ça c'est un peu différemment. Donc ça je pense que c'est un cadre pour les deux. Et être professionnel, c'est aussi, je pense, savoir le poser. Après pour le téléphone, moi j'ai jamais eu de mal parce que je suis pas du tout une pro téléphone. Enfin même ma famille a du mal à me joindre. Donc du coup c'était quelque chose d'assez naturel pour moi de me dire mais en fait je vais pas être prisonnière de ça c'est et même à fortiori j'ai envie de dire même les jours où je travaille je suis pas tout le temps joignable parce que il y a des fois où je suis à l'atelier, des fois je suis partie chercher une commande, des fois on n'est pas toujours disposé et ça c'est ce que j'explique aussi aux clients. Moi pour recevoir vos demandes, pour essayer de vous écouter convenablement, j'ai besoin d'être dans un lieu qui est adapté, au calme, de pas avoir à réfléchir là est-ce que j'ai oublié ça, si ça pour le truc de demain. Enfin, je trouve que ça demande en fait un conditionnement aussi pour être disponible et pas oublier la moitié des choses. Et je pense qu'à vouloir être partout en même temps, on est souvent un peu nulle part. Donc clairement. Oui, puis pour revenir sur le sujet que tu disais, dont tu parlais tout à l'heure, sur le fait d'avoir des clients mécontents, par exemple. Ce que j'observe chez moi et chez mes clientes, c'est que souvent c'est aussi un problème de communication en amont quand les clients sont pas contents. Exactement. Et du coup de mettre ce cadre tout de suite, déjà on comprend. Poser les bonnes questions avec aux clients sur ce que eux attendent et qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir, etc. C'est important. Et une fois qu'on a posé ce cadre et posé les bonnes questions, il y a moins de chances de décevoir. Exactement. Oui, évidemment, parce que de toute façon, la déception, elle vient d'une attente à laquelle on n'a pas répondu. Donc, si on cadre les attentes, forcément, on a moins de chances de passer à côté finalement. Et non, c'est important. C'est ça. Donc, poser ses limites. Donc, téléphone, est-ce qu'il y a d'autres trucs les délais. Moi, c'est vrai que j'ai dû apprendre, notamment des fois, on a des projets où on nous en parle, qui ont des délais déjà assez courts en eux-mêmes, c'est-à-dire, on va dire un délai à 2 mois, par exemple. C'est pas
dernière minute, mais c'est court. Enfin, pour nous, en tout cas, qui faisons pas d'organisation. Dans l'organisation, là, c'est carrément du dernière minute. Mais pour nous, qui sommes plus dans l'opérationnel, c'est des délais qui sont courts, mais pas dernière minute. Et ensuite, par exemple, voilà, qui commence à traîner en longueur. On sent que les acomptes ne sont pas reçus en temps et en heure, etc. Donc, apprendre à se dire déjà à soi-même, en fait, jusqu'à quand j'attends et à partir de quand je dis c'est plus possible. Ce qui est pas facile parce que des fois, le projet nous plaît, on a envie de le faire, mais pour autant, en fait, par expérience, les projets qui sont pas faits dans des bonnes conditions, c'est souvent des projets dans lesquels on laisse des plumes. Alors souvent, comme je dis, voilà, la prestation va être réussie, mais dans quelles conditions et de quelle façon, ça c'est autre chose. Et donc vraiment se dire, bah voilà, à partir de telle date, je ne pourrai plus répondre à la demande et le communiquer et être ferme sur ces positions-là. C'est pas toujours simple, hein, mais il faut se forcer et voilà, c'est pas le dernier jour où on va dire à la personne, bon bah vu que vous n'êtes pas revenu vers moi aujourd'hui, je ne peux plus, mais dire attention, voilà, là il nous reste tant de temps. Voilà ce qui sera faisable aussi en temps de temps, parce qu'on fait pas la même chose. Pareil, on propose pas les mêmes choses pour voilà, quand on a 6 mois devant nous et quand on a 2-3 semaines. Et bien communiquer en amont en disant bah au-delà de telle date, moi je ne pourrai plus répondre à votre demande, donc bah la balle est dans votre camp. Je pense que quand on est entrepreneur, on a souvent tendance à prendre toujours la responsabilité finalement sur soi. Ça c'est une grosse erreur. En se disant, et moi j'en fais partie, mais totalement, c'est voilà, c'est vraiment un vrai travail de dire, mais attends, là ce truc, c'est de la responsabilité de qui finalement? Je le prends pour moi et je me mets cette difficulté sur les épaules, ou est-ce que je la remets tout simplement dans les mains de la personne concernée? Je dis, bah écoutez, voilà, moi j'ai fourni ça, qui faisait partie du cadre initial. À vous maintenant de voir ce que vous voulez en faire. Mais par contre, voilà, forcément, ça va changer. Il y aura pas la même chose, on peut pas faire la même chose. Enfin, c'est un accord des deux parties, quoi. Ça, pas se dire ah bah c'est à moi de trouver une solution. Ah bah voilà, il me reste très peu de temps, je vois que c'est quasiment infaisable, mais je vais y arriver quand même. Enfin, ça c'est juste pas possible. C'est clair. Tu parlais de ton process que t'expliques aux clients. Est-ce que tu peux nous le partager avec nous? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est vrai que la première étape, c'est que généralement, j'explique aux clients que voilà, je vais faire un mood board pour voir un petit peu où ils veulent aller et un premier chiffrage. Ça commence toujours par un entretien par téléphone. Moi, j'ai horreur des demandes juste écrites parce que je trouve qu'il faut sentir les gens, faut voir si aussi humainement on est à l'aise, si ça passe bien. Enfin, je pense que pour le client aussi c'est important. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Voilà, de sentir la personne qu'on a en face. Ça fait partie aussi des critères de choix et pas juste un prix, un projet, etc. Donc, je commence toujours par un entretien par téléphone. Ensuite, je fais un mood board avec un chiffrage. Une estimation. Je trouve que ça, c'est la partie qui est compliquée d'ailleurs dans notre métier, c'est que nous, on vend du visuel sans visuel en premier lieu. Donc, il faut créer du visuel un petit peu un minimum pour savoir où on va. Et suite à ça, si le chiffrage correspond à la personne, là, on va aller un petit peu plus en entonnoir, en détaillant tout. Ensuite, je vais vraiment cadrer quand est-ce qu'on paye quoi, c'est-à-dire les acomptes, etc. Donc la personne a vraiment un calendrier devant les yeux. Je vais expliquer un petit peu ce qui pourra être ajusté, pas ajusté, parce que j'ai conscience que quand à un an de la date, forcément, on ne peut pas savoir exactement le nombre de tables, etc. qu'on aura. Ça c'est une évidence. Donc qu'est-ce qui peut être revu et jusqu'à quand? Et qu'est-ce qui fait partie du package en gros de départ et qui ne bougera pas suivant dans l'année, pour éviter non plus que tout soit toujours des éternels ajustements, des éternels échanges, voilà. Donc ça c'est le process, il est comme ça. Généralement, je leur explique aussi qu'on refait un point à un mois de la date pour recaler vraiment tous les éléments. Quand c'est nécessaire, je leur explique qu'on fait une visite technique aussi ensemble. Alors généralement, moi j'aime bien la faire justement proche de la date parce que généralement, c'est là où on voit, où tout devient concret, même dans la tête des mariés. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, où, quoi, comment. Et ils ont eu le temps de voir aussi toutes les interrogations, je pense, liées à l'organisation et à leur projet. Donc généralement, 2 mois avant la date, moi je trouve que c'est le meilleur moment pour faire
les visites techniques pour ma part. Avant, ça reste flou. Faut savoir qu'il faut toujours se mettre à la place des mariés. Enfin, ils se sont jamais mariés. Donc, entre l'idée qu'ils ont à la base de ce qu'ils vont devoir gérer et à M-2, généralement, on a un bon gap. Et ça évite, en fait, d'avoir plein d'échanges et plein de rendez-vous qui sont finalement partiels. Moi, j'aime bien vraiment que quand on prend le temps de le faire, ce soit efficace et que il y ait pas ensuite 1000 allers-retours pour avoir les bonnes informations, enfin, c'est une perte de temps pour tout le monde et ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est efficace. J'aime pas quand il faut revenir 15 fois pour avoir une info et puis encore une petite info. Voilà, qu'on ait toutes les questions, qu'on y aille et qu'on réponde. Et je pense que c'est évoluer aussi professionnellement. C'est aussi ça finalement, c'est savoir récupérer les informations nécessaires et essentielles, mais de manière la plus groupée possible pour perdre personne. Déjà pour nous, parce que si on est s'il faut 15 échanges pour avoir l'ensemble des infos, il y en a forcément une souvent qui passe à la trappe au bout d'un moment. Et pour les mariés qui en plus de ça, ont plein de choses à gérer, plein de différents prestataires quand ils n'ont pas de wedding planner qui centralise, et ça leur permet de pas passer encore 2 heures à répondre à ça fois, 10 prestataires. C'est ingérable. C'est clair. Combien de temps tu passes à faire un devis, puisque ça s'accompagne d'un mood board? Parce que je sais que c'est le gros sujet chez vous. C'est le gros sujet. Alors, ça dépend. Ça dépend de mon inspiration, ça dépend de mon état de fatigue. Ça peut aller très vite. Le chiffrage est assez rapide chez moi, parce que l'expérience fait que je vois vite combien ça va coûter. Par contre, le faire comprendre un peu l'esprit aux mariés, ça peut être un petit peu plus long. Donc ça peut aller de 3/4 d'heure à des fois sur les choses un petit peu plus pointues. Quand moi j'ai envie de me challenger aussi, parce que on a tous notre base aussi Pinterest, on va dire classique. Et puis il y a ce qu'on aimerait aussi un peu distiller. Donc quand c'est un petit peu plus un peu plus chiadé, ça peut aller jusqu'à 1h30 pour cette première partie. Les propositions sont beaucoup plus longues à réaliser, parce que moi j'aime bien que les choses soient extrêmement claires, extrêmement détaillées. Je pense que je suis pas la seule d'ailleurs, mais je trouve que au même titre qu'on pose un cadre, finalement c'est le deuxième cadre qu'on pose, il est là. Et si la personne s'attend à autre chose que ce qu'elle va avoir, forcément il y aura ou de la déception ou ça va tiquer, ça va pas être fluide. Donc ça c'est une partie sur laquelle je prends beaucoup de temps, très énergivore. C'est pas la partie qui est la plus simple pour moi, je trouve que. Et c'est ce qu'on après moi quand je faisais du design et tout ça, effectivement, alors c'est pas moi qui faisais cette partie-là, c'était mon associé, mais ouais, c'était un truc qui prenait plus de temps, quoi. C'est ça, et je pense que ça, les gens ont du mal à réaliser le temps que ça peut prendre. Donc des fois, quand on a des relances ou quoi, oui, mais alors déjà, les idées, elles viennent pas. Il y a pas un bouton. J'arrive à 9h, bam, j'allume la machine à idées et tout vient et c'est magique. Il y a des fois, honnêtement, on se casse les dents. Enfin, moi, il y a des fois, je suis là, je retourne le truc dans tous les sens. Puis quand on est un peu perfectionniste, on peut vite passer une plombe sur un truc, puis à la fin, on se dit mais pourquoi? Mais est-ce que franchement c'était là est-ce que la plus-value là elle était si énorme qu'il a fallu passer 1 heure sur ce truc? Enfin c'était donc ça il faut il faut batailler avec ça. Après, on dit souvent que l'excellence est dans les détails. Donc, c'est aussi, c'est un équilibre aussi là-dedans. Exactement. Alors, ça, je suis d'accord, mais je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec cette phrase, en tout cas pour la plupart des gens. C'est une phrase que je vois beaucoup. Et j'ai envie de dire, ça dépend aussi des budgets. Tout est dans les détails. Non, en fait, si t'as un budget normal, ce sera pas les détails l'important. L'important, ça va être déjà de créer la structure. Moi, je vois toujours ça comme un salon où il y aurait pas de canapé, pas de table basse, mais on met une super bougie. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut déjà créer le gros. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose. C'est une phrase que j'entends souvent et qui perd. Et c'est comme les mariés qui ont déjà une idée très précise de leur cadeau d'invité, etc., etc. Non, mais on n'a même pas posé la base. Et vous avez déjà dépensé cette somme-là. Finalement, vous savez même pas ce que le reste va donner. Quand on a un budget très confortable, super, pourquoi pas, mais quand on a un budget, on va dire, classique, de gens
Sans parler de petits budgets, mais même un budget moyen, il faudra forcément faire des choix. Et généralement, j'invite à faire des choix plutôt sur les détails que sur le gros qui va vraiment créer l'ambiance. C'est normal. Alors, tu m'as parlé d'hypersensibilité. Tu peux m'en dire plus un peu? Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très sensible. Et je pense que c'est pas forcément incompatible avec l'entrepreneuriat, mais ça demande par contre des ajustements. C'est-à-dire que moi, je sais que je peux donner beaucoup. Je vais pas être forcément associable, mais ça me coûte. J'ai besoin que les périodes de gros échanges, et c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai besoin d'autant portionner mes journées, cadrer tout ça, parce que l'échange avec l'autre, je le fuis pas, mais il m'épuise. Et je le ressens, c'est vrai que souvent, sur la période, la saison basse, je vais avoir un besoin de me mettre à distance. Pendant la saison, c'est pareil, il y a des moments vraiment de retrait. Donc ça va totalement, par exemple, à l'inverse de ce truc, par exemple, sur les réseaux sociaux où il faudrait être hyper régulier. Moi, je sais que je me suis battue très, 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 très longtemps contre ça. Et maintenant, je me bats plus. Enfin, je sais que je n'y arriverai pas. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être en connexion avec l'autre, vraiment. Y compris dans des posts, y compris même sur internet, ça va au-delà de ça. Je peux pas juste mettre une image et dire mariage de machin et trucs, merci pour votre confiance. Je vais le faire, ça c'est vraiment... Raconte l'histoire. Voilà, il faut que je raconte quelque chose, il faut qu'il y ait un lien qui se crée, et je pense que c'est en ça que les réseaux sont intéressants finalement. Et même ça, ça va me demander un effort, ça va me coûter, ça va me nourrir, mais à la fin me coûter. Donc, bien comprendre qu'on ne pourra pas répondre toujours au même standard, je pense, que les autres. Se dire que il y a le mode d'emploi, ce qui serait l'idéal, mais ça, je pense que c'est comme beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, il y a l'idéal. Et puis, il y a le point de convergence entre qui on est, où on en est. Et à la fois, c'est une partie que j'ai pas envie de déléguer parce que mais alors là, c'est peut-être un biais totalement de ma part, mais j'aurais l'impression que ça n'a plus de sens en fait, cette page ouverte. Mais je pense que les réseaux sociaux vont dans ce sens-là de plus en plus. De toute façon, les contenus très standardisés ne fonctionnent plus, même si c'est très beau. On est habitué à avoir plein de trucs super jolis. Enfin, au bout d'un moment, on en est gavé. Donc, s'il n'y a pas cette connexion en plus, ça n'aura pas de sens. Et je pense que c'est pareil aussi avec les partenaires. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir des partenaires avec qui et des clients avec qui je sens une connexion, je sens quelque chose. Ça peut m'arriver quand il y a pas, mais souvent d'ailleurs ça a une fin. Enfin c'est dès que je sens pas quelque chose, je sais que ça aura ses limites. C'est toujours comme ça, même si la personne est bien intentionnée, même si objectivement elle a rien mis en place pour que ça se passe mal ou quoi que ce soit, mais ça aura ses limites. Il y a un espèce d'instinct comme ça, et je pense que c'est important aussi d'ailleurs de communiquer de manière assez personnelle pour justement attirer des personnes qui vont être touchées par ça et sur lesquelles il y aura une vraie connexion. Et c'est aussi le meilleur moyen de pas se retrouver tout le temps en concurrence avec Pierre-Paul Jacques et n'être juste qu'une série de lignes avec des chiffres, mais plutôt se dire j'ai envie de travailler avec cette personne. C'est pas je veux ce qu'elle produit, j'ai envie de travailler avec cette personne, et ça c'est assez différent. Mais l'hypersensibilité, je pense que c'est un vrai sujet qui commence à être plus évoqué. Le plus gros frein pour moi, c'est que on est sujet quand même à des vagues émotionnelles. On sait que on a beau vouloir scinder le privé, le pro, le tout. Quand on est à notre compte et que on est une petite entreprise, la vérité c'est que tout est lié. Si je peux pas avoir passé peut-être un dimanche très compliqué en famille et le lundi matin être là pump it up, tout va bien. Moi je sais que les choses peuvent prendre du temps à digérer, viennent me toucher vraiment profondément. Donc c'est pareil, ça demande aussi à travailler le rapport à l'échec parfois. Alors puis relativisons par rapport à ce qu'on estime être un échec. Des fois il y a un gap entre ce que nous on estime être un échec et ce que l'autre a perçu. Mais tout ça, ça demande beaucoup de remise en question, de
de digestion, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense que dans l'événementiel, le plus compliqué, c'est qu'on a l'habitude d'aller très très vite. Et hors nous, je pense qu'on est des personnes plutôt, on est plutôt des diesels que des essences, quoi. On a besoin de, voilà, que les choses maturent, qu'on puisse les digérer, les comprendre, en faire quelque chose. Alors je pense que sur le long terme, c'est une super force parce que on a l'habitude de beaucoup se remettre en question. Mais c'est vrai que quand il faut de l'explosivité, je pense que c'est pas notre mode de fonctionnement, quoi. C'est pas notre force, on va dire. Alors, ouais, enfin, moi, je sais que je suis hypersensible, c'est sûr. Après, en fait, le truc, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais pendant longtemps, j'étais un espèce de bulldozer, tu vois. Oui. Et en fait, maintenant, je prends beaucoup plus le temps de faire les choses, plus le temps de me ressourcer, parce que en fait, c'est comme ça que j'ai fini en burn-out. Hein. Oui, mais clairement, je pense que c'est pas de secret. Et en fait, aujourd'hui, quand je suis fatiguée, j'écoute mon corps, chose que je faisais pas avant. Et effectivement, maintenant, effectivement, il faut plus de temps pour faire les choses, mais en même temps, c'est mieux en vrai. Exactement. C'est un super outil en réalité si on sait l'utiliser. Tout est là. Comment utiliser ça? Exactement. Alors après, il faut trouver le mode d'emploi. Et ça, des fois, c'est un petit peu... Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais c'est vrai que moi, je peux alterner des périodes de grosse explosivité, mais je sais qu'elles vont... Il va falloir que je les paye derrière. Enfin, voilà. C'est ça. Il y aura un prix à payer, il y aura une note. Et des fois, il faut apprendre aussi, je pense, à le moduler pour que la note soit pas trop salée, parce que sinon, on est quand même les pros du burn-out, des choses, ou alors on va lancer 1000 trucs et puis ensuite, on va finir complètement, asphyxié et en définitive, il restera pas grand-chose. Donc, j'apprends vraiment à aller au bout des choses, à me dire, je préfère commencer moins de choses, mais les finir. Et voir ce qu'il en ressort, essayer de tester, mais dans des bonnes conditions et pas lancer 1000 trucs, se laisser influencer aussi par ce qu'on voit, on a chacun notre mode d'emploi. C'est vrai que des fois là-dessus, je trouve que les réseaux sociaux nous montrent des personnes qui vont faire 1000 choses, etc. Oui, mais est-ce que ça... Oui, où on a l'impression qu'elles font 1000 choses et que c'est pas... Exactement, c'est pas toujours le cas, bien sûr, et derrière ce qu'on monte, il y a forcément il y a aussi un ajustement à faire, mais je pense qu'on est aussi influencé par cette espèce de machine qui va très très vite. Les tendances vont très très vite, la viralité, ça va vite. À la fois, pareil, se retrouver avec une visibilité qui baisse, ça va très vite. La géopolitique va très vite. Le monde va très très vite aujourd'hui. Et des fois, juste se dire, ok, de toute façon, ça c'est un fait. Est-ce que je pourrais tout le temps coller à ça? Et comment je fais pour que ce contexte-là m'agresse pas, que je garde la tête froide aussi et que je trouve mon équilibre? Je trouve que tout ça, c'est pas toujours évident. Enfin, moi je sais que on parlait sensibilité, moi, les informations peuvent venir me percuter. Il y a tellement de choses dans ce monde que je comprends pas. Depuis que je suis née, j'ai l'impression que de toute façon, on est dans un monde totalement absurde. Et du coup, il y a ce côté-là et de se dire, mais est-ce que je colle à cette réalité-là? Est-ce que finalement je décide de mettre des œillères et de me dire je fais ce qui me plaît et je tiens pas compte. Enfin, je trouve que tout ça est, quand on est très sensible et qu'on essaye de réfléchir un peu et qu'on a l'impression que rien n'a de sens finalement, si ce n'est ce qu'on va faire dans l'immédiat, rien n'a de sens. Je trouve que là c'est un vrai défi, quoi. Mais tu disais, tu vois, l'histoire d'aller vite. Alors moi, j'allais très vite avant. Je me précipitais pour tout faire. Notamment là, tu vois, il y a encore 2-3 mois, je lançais une offre, par exemple une masterclass, et il fallait que je la vende et que je la donne une semaine après. Mais pourquoi? Pourquoi je m'infligeais ça? Et en fait, déjà, j'avais un gros rush au niveau de la vente. Ensuite, fallait que je délivre le truc dans un temps court. Là, je suis en train de sortir des offres. Alors, sur le mariage, c'est un peu différent, mais on peut toujours... en fait, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'adapter ton business à qui tu es et pas l'inverse. Exactement. Parce que sur le long terme, ça marche pas. Et là, tu vois, j'ai sorti une offre, on est début juillet, je l'ai sortie fin juin pour août.
et j'en ai vendu autant, plus, limite plus que quand je fais une offre rapide, quoi. Donc voilà, vraiment prendre le temps de recevoir aussi, ça fait du bien. Exactement, ouais, c'est vrai. Et je trouve que, moi, c'est vrai que je consomme énormément de contenu de développement personnel, enfin, c'est déjà quelque chose qui m'a toujours attirée. Quand c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tout le temps, je me dis, au moins, je donne de quoi réfléchir à mon cerveau sur des choses plutôt positives. C'est déjà bien. Je pense que devenir entrepreneur, on sait jamais ce que c'est avant monter une boîte, on sait jamais ce que c'est. C'est comme être parent. Pour moi, c'est ce que j'allais dire. Exactement. On a toujours des idées super précises avant d'être parent, et puis on se rend compte qu'en fait, ça n'a aucun sens et que de toute façon, ça ne marchera absolument pas comme ça, et qu'il n'y a pas un mode d'emploi. Et je pense qu'être entrepreneur, c'est pareil. Il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas un truc où si on colle, c'est bon, et si on sort, c'est pas bon. Par contre, ça demande de beaucoup réfléchir, et je trouve aussi que ça met quand même en lumière tous nos dysfonctionnements. Et ça, moi, je m'y étais pas forcément préparée. C'est le meilleur outil de développement personnel. Mais j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans, 3 ans. Enfin, voilà, c'est donc c'est vraiment tout est évident. Tout ce qu'on n'a pas réglé va forcément surgir, puis de manière très responsabilisante, parce que là on peut pas dire c'est le patron, c'est ceci, c'est cela. Non, là c'est juste moi et toi-même. Exactement. Yes. Alors la dernière question que je t'avais envoyée, c'était comment se réinventer et garder sa créativité après plusieurs années d'expérience dans le mariage. On a de la chance, je pense qu'on a un milieu qui est assez on parlait de rapidité, je pense qui est assez en mouvement, surtout en ce moment. Moi, paradoxalement, ne pas se mettre de barrière avec ce qu'on voit, justement. J'ai fait cette expérience-là il y a pas très longtemps. J'ai arrêté un peu de regarder ce qui se faisait, etc. Finalement, on dit toujours oui, il faut s'inspirer, il faut ceci, il faut cela, en fait, là où j'ai été le plus inspirée, c'est quand je regardais pas ce que les autres faisaient, parce que finalement, inconsciemment, ça met des standards, ça met, on se dit voilà, la mode en ce moment c'est ça, et inconsciemment, on se dit est-ce que ça colle, est-ce que ce que je vais proposer colle avec cette norme ou pas, et du coup, on se retrouve tous plus ou moins à faire un peu la même chose. Alors, il y a différents styles, hein, il y a des grandes tendances, mais on se retrouve finalement à faire tous plus ou moins la même chose. Et donc j'ai testé de vraiment couper avec ça et de me dire attends, je vais faire le process inverse. J'irai chercher des images une fois que je sais ce que je veux proposer. Et c'est totalement différent que de se dire j'ai ma banque ma banque Pinterest machin bidule, et je vais aller chercher la photo qui va bien, et puis je vais proposer en fonction de inverser. Et autre chose aussi, c'est s'inspirer justement pas que du mariage, et essayer d'aller voir d'autres choses, de s'ouvrir, de que ce soit dans la mode, que ce soit des expositions, que ce soit de l'architecture, que ce soit les meilleures idées. Souvent, elles viennent pas de notre secteur. Enfin, les meilleures idées, ça va être de transposer finalement quelque chose qu'on a vu, qui est venu nous toucher, ou une ambiance, ou tout en se disant mais qu'est-ce qui m'a plu là-dedans, et quelles sont les informations essentielles visuellement que j'en retire pour pouvoir le transposer à autre chose. Et moi, je sais que par exemple, ça peut être, la dernière fois, j'étais chez ma mère, il y avait une tasse avec des imprimés un peu façon un peu douanier Rousseau, par exemple. Et elle l'a pas su à ce moment-là, mais sa tasse, elle m'a fait mon événement corporate du mois de septembre, en me disant mais c'est là-dedans que il faut vraiment que je fasse un univers autour de ça, un peu sombre, un peu voilà. Et pourtant il y avait pas d'image Pinterest à la base, il y avait pas ceci cela, et c'était hyper chouette, justement. Là on vient dans la créativité, la vraie, et non pas le transposer finalement des codes très normés, mais c'est pas toujours facile de pas se laisser influencer par ce qu'on voit, et de se dire finalement est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas. Avoir une identité, je pense que c'est aussi ça, et c'est des fois, bien sûr, ça plaira peut-être pas à tout le monde. J'essaye aussi de me dire en fait, ce qui plaît à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de risque, d'une certaine façon. Puis est-ce qu'on a envie d'avoir 150 mariés ? Non, on n'a
pas besoin déjà, d'avoir 150 mariés. Donc, Exactement. Et ce qui plaît à tout le monde, c'est que finalement, oui, d'accord, c'est consensuel, mais c'est un peu comme les caractères, quoi. Quand on plaît à tout le monde, des fois, est-ce qu'on a vraiment affirmé qui on était finalement, est-ce qu'on est dans la sincérité? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a une forme de sincérité créative, créatrice. Voilà. Tout à fait. Allez, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? Me désinscrire de mon lycée. Ah ouais? C'est-à-dire? En fait, moi, j'ai toujours été... j'ai toujours aimé la liberté, mais vraiment au sens très large. J'avais la chance d'avoir des facilités à l'école très, très poussées. Et du coup, je faisais vraiment l'école buissonnière très, très, très régulièrement. Je rendais les devoirs et voilà, voilà. Et puis, la dernière année, je me suis dit non, mais en fait, j'ai même plus envie de passer par cette étape. J'ai envie de faire tout par moi-même. Donc, forcément, mes parents n'étaient pas d'accord, mais... Ouais, j'allais dire. non, Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'accord. Ils ont dit, de toute façon, je pense que je suis assez têtue, par contre, pour le coup, pour quand j'ai une idée dans la tête, qu'on m'en fasse pas dévier. Et donc, le truc le plus fou que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma propre lettre de désinscription, signée avec la signature de mes parents. Puis un lundi matin, je suis allée voir le proviseur, j'ai rendu mes livres, et j'ai dit, voilà, je vous présente ma désinscription, voici la lettre de mes parents. Ciao, au revoir. Et j'ai passé 1 an, en fait. Alors au début, je le faisais pas par le CNED. J'avais acheté mes livres scolaires, etc. Mais je me baladais le matin. L'après-midi, j'allais un peu à la bibliothèque. Voilà, j'allais voir mon copain de l'époque. Mais c'était ce que j'avais envie de faire parce que je voyais bien que de toute façon, l'école, c'était plus fait pour moi du tout. Et ça commençait à devenir une vraie souffrance. Et du coup, je me suis dit, voilà, si je passe pas par la droite, je passe par la gauche, c'est pas grave. Et j'ai eu mon bac. Impressionnant. Ok, une leçon professionnelle que tu as apprise dans la douleur. Qu'il faut faire des choix. Qu'on peut pas être partout. Ouais, je pense que c'est ça, qu'on peut pas dire oui à tout en fait. Et une autre aussi surtout, c'est que... et ça a été très compliqué pour moi, c'est que peut-être les collaborations du début auront une fin. Parce qu'on a tous notre processus d'évolution... puis on n'évolue pas tous au même rythme, et puis on n'a peut-être plus les mêmes attentes. Et ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment me peiner, parce que je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'humain en face. Et pour autant, il y a eu des moments où il a fallu que je mette fin à des collaborations qui freinaient trop. Et là, c'est le cas de conscience, quoi. On se dit, mais oui, mais cette personne-là, je l'ai connue au début. Oui, mais en fait... si tu restes avec cette personne-là, elle va te prendre trop de temps pour que tu puisses évoluer et ça va pas te faire évoluer suffisamment pour que tu en sois satisfaite. Donc, ça, c'est vraiment le côté... c'était compliqué. C'est clair. Et ta pire expérience en mariage? Ou la plus drôle, je sais pas. Dis-moi. Généralement, c'est au début. Après, on commence à être un peu plus rodé. C'était le premier mariage. On s'était mis en plus à faire des espèces de tentures. Je dis plus jamais. Et donc, on avait passé la nuit sur le lieu. Mais c'était complètement fou. Je me suis dit, mais là, dans quelle folie je suis en train de me mettre pour essayer d'accrocher ces espèces de tentures dans une salle des fêtes. C'était affreux. Alors les fleurs étaient jolies, tout ça, mais le lieu était vraiment affreux. Et on a passé toute la nuit, on voyait c'était le 14 juillet, donc on voyait le feu d'artifice. Et nous, on était là comme des... comme des galériens avec nos espèces de tentures à essayer d'accrocher avec des câbles acier, des machins, des bidules. Et en plus de ça, on a appris... Alors, j'ai appris cette année-là que pendant les moissons, il y avait des espèces de moucherons qui étaient typiques quand on était proche des champs où ils venaient de récolter, parce qu'ils venaient de, je sais pas, sans doute se nourrir du foin, etc. Et on était recouverts de ces espèces de bestioles. C'était complètement horrible. Là, il a fallu que je m'accroche parce que franchement, le premier mariage comme ça, je me suis dit, mais dans quoi je suis en train de m'embarquer? C'est de la folie, ce truc. On en a déjà parlé de celui-là, il t'a marqué. Il m'a marqué parce que je pense que j'ai fait un max d'erreurs et donc après, je pense que j'ai dû vraiment revoir ma copie, quoi. C'était très, très dur. Ok, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, pour Atelier Nomade? Plein de projets créatifs. Je te souhaite tout ça. Voilà.
Merci Alice, c'était un plaisir de t'avoir et un plaisir de te découvrir. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Alice, Atelier, Nomade, Paris et moi, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, le meilleur moyen c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.